Bonjour à tous et hop, bienvenue donc pour ce webinaire sur la rééducation du pied, donc la place du pédicure podologue et du masseur kinésithérapeute. Bonjour Jean-Michel Grand, merci d'être là. Hop, voilà, je Bonjour. vous laisse, super. Alors, on va commencer. Juste donc pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser des questions avec l'outil Q&R qui est en bas. On essaiera d'y répondre à la fin. Et voilà, bah, écoutez, je vous laisse la parole. Hop, pour commencer. Et je vous laisse donc partager votre écran. Oui. Hop. Voilà. Donc, est-ce que je suis à l'écran? Vous êtes là. Ok, super. Bien. Alors, donc je vais partager l'écran. Parfait. Partager là. Et on va le mettre en plein écran. Et on va lancer le diaporama. Ça sera taille. Ici. Voilà. Bien. Super. Eh ben, bonjour à tous. Bienvenue sur cette présentation où en fait on va évoquer l'interaction qu'il peut y avoir bien sûr entre les kinés et les podos dans la rééducation posturale du pied. Voilà, je me présente brièvement. Je travaille avec des équipes de rugby depuis maintenant 18 ans et j'ai arrêté l'année dernière et je me consacre maintenant beaucoup plus à l'enseignement et de la formation. Voilà, et donc je remercie Jérémy Prieux puis Lorraine de m'inviter à parler donc de ce thème de la rééducation du pied qui se développe de plus en plus au début dans la pathologie de la course à pied et maintenant beaucoup dans nos cabinets libéraux. Alors, comment procéder à… Qu'est-ce qui peut nous inciter à faire, bien sûr, de la rééducation posturale? Ce sont des anomalies, des facteurs de risque biomécaniques, et en particulier des troubles posturaux, liés eux-mêmes à des déséquilibres musculaires, des troubles proprioceptifs ou des technopathies. Ce sont des gestuels pathogènes, donc quelqu'un qui marche mal, qui court mal, qui a une attitude pathogène, donc une cinématique anormale, est plus à risque de créer des pathologies que quelqu'un qui a bien sûr une cinématique de la cheville et de son pied normale. Quelle problématique cela provoque, ces troubles posturaux, ces troubles proprioceptifs et ces technopathies? Ce sont une transmission accrue de l'impact du sol. Le strike, l'impact du sol, ce que les Anglais appellent le strike, le choc au sol, il est important en fonction, il peut être important en fonction et varier donc ses intensités, en fonction donc de la technique de course, en fonction de la vitesse de course, en fonction de la posture, bien sûr, un pied plat, un pied creux par exemple, en fonction du type de surface sur laquelle on court et en fonction du type de chaussure. Donc c'est en fait un problème multifactoriel, cet impact est dépendant de l'ensemble de ces facteurs. Quand on s'intéresse aux coureurs à pied et qu'on observe un petit peu leur façon et leur technique de course, on observe différentes choses. Vous voyez, comme ce coureur a une tendance à créer un valgus de l'arrière-pied, à atterrir pied à plat, avec des genoux un petit peu en valgus. La qualité de l'amorti est variable, bien sûr, suivant les coureurs. Regardez cette personne qui a une course digitigrade, qui est tout en mollet, qui attaque beaucoup sur son avant-pied sans jamais poser le talon, alors que ces deux coureurs couraient à la même allure, à 9 km/h sur le même tapis roulant. Donc, il nous intéresse de comprendre ce qui favorise ces troubles posturaux du pied. Ils sont volontiers organisés par des troubles musculaires et c'est ce qui va nous inciter à travailler les muscles. Donc, en fait, on a deux types de muscles dans le pied. On a ce qu'on appelle les muscles extrinsèques, bien sûr, vous le savez, et les muscles intrinsèques. Les muscles extrinsèques sont volontiers des muscles suspenseurs des arches. Regardez ici, l'arche médiale, l'arche longitudinale médiale, elle est ascensionnée par le rôle du fléchisseur, du long fléchisseur de l'hallux. Regardez comme il peut réaxer et ascensionner cette arche. Il est assisté dans ce rôle d'ascension de l'arche par le long fléchisseur commun des orteils. Voilà. Et un troisième muscle très important, bien sûr, beaucoup cité dans la littérature, le tibial postérieur.
Donc, ces muscles ascensionnent l'arche. Il y a aussi eh bien, d'autres muscles, les muscles rétromalléolaires, qui se ressemblent sous le pied pour former, regardez, comme un étrier, qui lui aussi contrôle l'arche médiale, l'arche transversale aussi du pied. L'autre type de muscles, donc on vient de voir les muscles extrinsèques qui sont des suspenseurs de l'arche, vous avez d'autres muscles qui sont les muscles supports de l'arche, ils sont sous le pied et eux, ils ascensionnent l'arche. On va voir comment. Le pied, en fait, est un arc. On peut vraiment, littéralement, le comparer à un arc. C'est une structure qui est, donc, avec les muscles extrinsèques, comme vous le voyez, qui ascensionne la branche de l'arc, qui augmente la courbure de l'arc, donc par des muscles qui s'attachent sur la branche directement. Il faut vraiment imaginer que les muscles intrinsèques, ceux qu'on voit maintenant, eh bien, eux, ils tendent la corde de l'arc. Donc, vous avez deux moyens, soit vous tirez sur la branche chez les extrinsèques, soit vous raccourcissez la corde, ce sont les muscles intrinsèques. Ces deux types de muscles ont un rôle fondamental dans la posture du pied. Si on regarde de peu plus près, idéalement, donc on peut comparer ce pied à un arc. Il y a eh bien, deux types de muscles, on vient de le dire, les muscles extrinsèques et intrinsèques. Comprenez qu'il y a, en fait, si on regarde bien, deux cordes à cet arc. On a un arc court et on a un arc long. L'arc court, eh bien, il peut être mis en tension, bien sûr, par les muscles intrinsèques, par la corde courte, comme on l'a vu. Et il y a une deuxième corde, la corde longue, qui, eux, sont les muscles rétromalléolaires, et en particulier les fléchisseurs des orteils, qui, eux, eh bien aussi, sont capables de tendre la corde sous le pied. Les muscles extrinsèques également tendent une deuxième corde. Le rôle du pied, il n'est plus à prouver que c'est un rôle amortisseur. Je vous laisserai regarder eh bien, cette vidéo YouTube dont je suis l'auteur sur le pied amortisseur que vous trouverez sur la plateforme d'anatomie 3D de Lyon. Et Salaté a fait une très très belle publication il y a donc maintenant dans les années 90 concernant le rôle d'absorbeur de choc du pied. Alors, concernant ce rôle de ressort du pied, en fait, le pied se comporte comme un ressort à lame. C'est une lame courbe qui a deux possibilités. Soit c'est une lame incurvée, qu'on appelle une lame libre, c'est-à-dire qu'elle est ici, comme vous le voyez, fixe sur un point. Il suffit d'appuyer sur la partie libre et vous avez un effet ressort. Ça, c'est l'effet ressort qu'utilisent les muscles extrinsèques pour les gens qui courent avant-pied. Lorsqu'ils courent avant-pied, eh bien, ils ne posent évidemment pas ou peu le talon et ils ont cet effet ressort à lame libre. Bien sûr, on a aussi ce phénomène utilisé bien sûr pour les pieds prothétiques. Comprenez que quelqu'un donc qui va beaucoup sautiller sur l'avant-pied, par exemple comme la corde à pied, va principalement utiliser ce système de ressort à lame libre. Vous avez un système de ressort aussi à lame fixe. C'est quand votre pied est posé à plat sur le sol, que l'avant-pied et le talon sont posés. Eh bien, vous avez une lame courbe. Il vous suffit d'appuyer sur le sommet de la lame courbe qui va s'incurver et qui va retrouver sa position initiale grâce à son élasticité. Eh bien, ça, c'est le rôle des muscles intrinsèques, des muscles sous le pied, mais aussi des muscles de la corde longue, corde courte, corde longue. Les troubles posturaux du pied. Les troubles posturaux du pied, eh bien, ils résultent d'une réduction pour le pied plat ou d'une augmentation pour le pied creux de la courbure de la lame de torsion du pied, comprenez la lamina pedis. Regardez, ici sur un pied plat, cette lame a perdu sa courbure. Lorsqu'elle est augmentée, cette lamina pedis, au niveau du médio-pied, eh bien, vous avez un pied creux. Donc le pied est donc présente, je ne vous l'apprends pas, à des troubles posturaux et il nous faut, comme le font depuis de nombreuses années les podologues et maintenant de plus en plus les rééducateurs au niveau du pied, nécessitent eh bien, de corriger ces attitudes. On a un pied plat qui, lui, volontiers, d'après les auteurs, est un pied qui est volontiers faible, qui a une faiblesse des muscles suspenseurs et des muscles supports. Le pied creux, lui, est un pied plutôt, lui, rigide. Il est rigidifié sur le complexe uro-achillo-plantaire et globalement, les muscles fléchisseurs et extenseurs sont en surtension, ce qui lui provoque une ascension de l'arche. Donc, comprenez évidemment qu'un pied qui a une lame basse eh bien, aura peu d'amorti à cause de ces muscles fléchisseurs des orteils en particulier faibles, et
un pied qui sera plutôt creux avec une lame haute, lui, a priori, devrait avoir davantage d'amorti grâce à l'élasticité de sa courbure, de son arche. Mais eh bien, là aussi, malheureusement, cette rigidité ne lui permet pas d'avoir un bon effet ressort. Donc le pied idéal, qu'est-ce que c'est? C'est un pied qui a à la fois une arche ni trop haute ni trop basse et surtout une arche élastique, souple, malléable et musculairement tonique pour maintenir cette arche haute. Le bilan postural du pied. Alors, le bilan postural du pied, on va voir, on va pas pouvoir tout faire aujourd'hui, mais je vais vous évoquer au moins quatre choses, pardon. Tout d'abord, il faut savoir que le bilan que nous on fait kinésithérapeute, il est fait assez souvent après avoir équipé ses patients de semelles. Donc, il nous faut interagir avec le podologue, idéalement, en fonction de ce qui a été proposé déjà comme thérapeutique, et si la semelle n'a pas été déjà proposée, eh bien d'interagir avec le podologue pour proposer donc une thérapeutique, nous, rééducative, et qui sera complémentaire du travail à venir chez le podologue, si nécessaire. On va s'intéresser à la hauteur et la flexibilité de l'arche, de l'axe de l'arrière-pied, de la réductibilité du pied et de l'évaluation de la force du pied. On n'évoquera pas les autres choses qui appartiennent aussi au bilan postural pour une raison de temps. Donc, la hauteur naviculaire-sol, les podologues connaissent ça par cœur. Nous, kinésithérapeutes, on découvre un petit peu tout ça et en fait, on apprend à identifier maintenant des pieds plats et des pieds creux. Cette hauteur naviculaire-sol, pour un adulte en charge normal, entre 33 et 43 mm, nous sert de paramètre de suivi de l'évolution de notre travail pour voir si le travail musculaire que l'on va faire aura eu des résultats sur la hauteur de cette arche médiane. La hauteur naviculaire sol, il y a des études aujourd'hui, c'est suffisamment documenté pour justifier ces valeurs de 33 à 43 mm en charge. En dessous, vous avez bien sûr une tendance à l'arche un petit peu basse et au-dessus, une tendance à l'arche un petit peu haute. Ensuite, pour évaluer la flexibilité de l'arche médiale, il vous faut faire un test de chute du naviculaire assis debout. Donc, c'est le Sit to Stand Navicular Drop Test. C'est une évaluation de cette hauteur-là, d'abord debout. Ensuite, on assoit le patient, donc pied parallèle également, largeur d'épaule, et on reprend cette valeur. Évidemment, lorsque le patient est assis, l'arche s'ascensionne un petit peu, puisque quand le patient est debout, l'effet de son poids lui fait descendre un peu cette arche, ce qui est tout à fait normal. Eh bien, ces deux valeurs ensuite sont comparées. Donc, la valeur normale du delta entre la position assise et la position debout de cette hauteur naviculaire sol, et c'est de 6 à 8 mm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je suis debout, donc l'arche s'affaisse, et si elle s'affaisse de plus de 6 à 8 mm, 1 cm par exemple, cela veut dire que le poids du patient, de manière exagérée, affaisse cette arche, et du coup, elle peut être incriminée comme étant volontiers soit faible, soit trop malléable, trop flexible. C'est un problème et on va voir pourquoi. L'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que si vous avez par exemple une valeur de 3 mm, donc inférieure à 6 mm, vous aurez donc la conclusion d'une arche qui sera, elle, par contre, un petit peu trop rigide, puisqu'elle ne se laisse pas suffisamment affaisser, en tout cas au moins entre 6 et 8 mm, lorsque le patient est en charge. Il y a plus récemment Zivkov en 2017 qui a fait une belle amélioration de ce test, puisqu'il l'a corrélé bien sûr au poids du corps du patient, bien entendu. Et cette formule est fort intéressante donc pour l'évaluation de l'indice de flexibilité. Donc, c'est pareil, c'est le delta entre la distance naviculaire sol, donc ici en dénominateur, ici, on prend le delta en millimètres, qu'on divise par 0,4 fois le poids de corps du patient et qu'on multiplie par 100, le poids de corps étant en kilos. Ça vous permet d'avoir cet indice et ça vous donnera une valeur. Lorsque cette valeur est inférieure
à 13,5, vous avez un pied à tendance rigide et plus la valeur est faible et plus vous allez être rigide. Lorsque vous avez une valeur au-delà de 16, eh bien, elle est évaluée comme flexible et très flexible au-delà de 20. Comprenez que, alors que la valeur est dite, d'après la littérature, entre 6 et 8 normal, 6 et 8 mm normal d'affaissement du naviculaire quand on est debout, regardez, en fait, c'est faux pour des personnes qui sont moins un poids moins important. 50 kg, par exemple, la valeur normale, si on en croit la formule de Zivkov, eh bien, c'est 3 mm. Quelqu'un de 65 kg aura une valeur normale autour des 4 mm de descente de son naviculaire, etc., etc. Bien, l'axe de l'arrière-pied. L'axe de l'arrière-pied, en fait, lui, bien sûr, nous intéresse pour identifier l'axe du valgus ou du varus calcanéen. C'est important de l'évaluer. Entre 5 et 7 degrés, on a, par rapport à la verticale, un axe normal du calcanéen. La réductibilité. Alors, la réductibilité, c'est simple. Lorsque vous êtes avec un patient présentant un pied plat, valgus, de l'arrière-pied, assez important comme vous le voyez ici, il est important d'évaluer la réductibilité de cet arrière-pied. Vous demandez au patient de monter sur pointe de pied et si vous observez que ce valgus se corrige par l'effet varisant de la mise en action du triceps, c'est donc plutôt rassurant, c'est que vous avez un pied plutôt réductible. C'est plutôt une bonne nouvelle, on aura moins de travail, nous, kinésithérapeutes, pour assouplir cet arrière-pied avant de le faire travailler. Pour la réductibilité maintenant de l'arche médiale, il y a un test assez intéressant qui s'appelle le JAX test. C'est une ascension passive de l'hallux qui doit majorer l'élévation de l'arche médiale. Si ça ne se produit pas, comme vous le voyez ici, c'est vraisemblablement une réductibilité de l'arche médiale insuffisante. Un autre test qui s'appelle le test d'Interman, lui, permet d'évaluer la malléabilité, la flexibilité de l'arche médiale sur une rotation externe du tibia. Lorsque le tibia est tourné passivement en rotation externe patient en charge, si la tête du premier méta s'ascensionne et ne reste pas posée au sol et donc n'augmente pas la courbure de la lamina pedis lors de cette manœuvre, c'est que vous avez une arche aussi excessivement rigide. Dernier test, c'est la malléabilité de l'avant-pied. Donc, on cherche à voir si les flexions des orteils sont suffisantes lors de la mise en flexion des orteils. Les têtes des métas doivent apparaître. Quand vous avez malheureusement des orteils en griffe, comme vous le voyez ici, eh bien, cette capacité à faire apparaître les têtes des métas, donc à avoir une flexion suffisante de P1, est donc altérée. On a beaucoup de difficultés chez ces patients à avoir une flexion de P1. L'évaluation de la force du pied, 3 choses, on va les voir. Donc, d'abord, l'évaluation de la force d'élévation maximale du mollet. Des études aujourd'hui montrent qu'il faut ascensionner son talon d'une hauteur normale sur une montée sur pointe à un pied entre 10 et 13 cm. En dessous, ça pourra évoquer une insuffisance, ça c'est pour un adulte, vous en doutez, de force en ascension du talon, 10 à 13 cm. La répétition de cette élévation, donc l'endurance de force du mollet et en particulier donc du triceps, eh bien, elle est évaluée par une série de montées sur pointe. On dit à la personne, s'il vous plaît, montez le nombre maximum de fois sur pointe que vous pouvez monter et on regarde autant de fois que cette personne est capable de monter au-dessus de la valeur de 10 cm. Si elle le répète 15 fois, ça sera 15 répétitions pour cette personne, pour le mollet droit. Bien sûr, on le fera aussi sur le mollet gauche également. Les valeurs de référence sont les suivantes. Pour quelqu'un entre 20 et 40 ans, on attend à ce que ce nombre de répétitions soit de 20 répétitions. Entre 40 et 60 ans, 18 répétitions. Et au-dessus de 60 ans, 12 répétitions. Une valeur inférieure évoquera une faiblesse en endurance du triceps. Concernant l'évaluation maintenant du solaire, c'est fondamental. Regardez cette personne, elle fait ce qu'on appelle le test de Michael Jackson. Le test de Michael Jackson, là vous voyez une défaillance manifeste du solaire, c'est une élévation. Eh bien, genou fléchi, je vous le remonte, genou fléchi du talon qui se manifeste soit, comme vous le voyez, par une défaillance proprioceptive à la fin de la montée, quand le solaire est vraiment mis en jeu, soit se manifeste par des phénomènes de fasciculation, de tremblement à la descente, assez caractéristiques d'une faiblesse du solaire en phase excentrique. Il se fait bien sûr d'abord en bipodal, ce test, si on voit que le mollet
tremble beaucoup comme ça, on a une suspicion d'atteinte d'une défaillance du muscle solaire, qui est un formidable, vous le savez, amortisseur du corps humain. Ensuite, on évalue l'ascension, le navicular rise. Le navicular rise, c'est quoi? C'est l'ascension active d'une naviculaire. Ça, c'est le fameux, comme les podologues le savent très bien, ou certains kinésithérapeutes sur le pied, c'est ce qu'on appelle aussi le short foot, l'exercice du pied court. L'exercice du pied court permet d'évaluer la mise en jeu de la corde courte, donc des muscles intrinsèques. Vous avez la hauteur naviculaire sol qui doit s'ascensionner de 6 à 8 mm quand activement la personne met en jeu ces muscles intrinsèques. C'est très difficile à faire. Beaucoup de nos patients n'y arrivent pas. Bien entendu, il faudra leur apprendre. Ça révèle une faiblesse des muscles intrinsèques. Méfiez-vous, quand vous faites ce test, ces gens vont volontiers faire une flexion de P1, ils vont ascensionner la tête du premier méta et vous aurez un recrutement de la longue corde, donc des muscles extrinsèques. Il faudra bien leur préciser sur ce test que le pied doit se raccourcir sans avoir d'ascension de la tête du premier méta sur ce test et l'élévation active doit normalement être de 6 à 8 mm également. Maintenant, sur la baropodométrie, je ne vais pas m'attarder dessus, mais juste vous dire qu'on fait volontiers, nous, kinésithérapeutes, au moins une analyse en statique et en dynamique bipodale, position imposée, position donc pied parallèle et pied dans la position naturelle du patient. On fait ensuite une évaluation unipodale, yeux ouverts, pied droit, pied gauche, et yeux fermés, pied droit, pied gauche, en fonction des plateformes qu'utilisent les kinésithérapeutes sur des temps d'enregistrement variables, mais en tout cas, on regarde les comportements du pied. À partir de ces comportements, il nous intéresse de faire un traitement et je voulais vous montrer aujourd'hui le feedback visuel temps réel, donc c'est la rééducation avec des plateformes de baropodométrie pour rééduquer ces attitudes posturales. Alors, d'où vient le feedback visuel temps réel sur plateforme de baropodométrie? Ça vient initialement donc des jeux qui avaient été créés pour la santé, ce qu'on appelle des serious games, des jeux qui avaient été créés comme la Wii Fit au départ. Et en fait, on s'est rendu compte que ça avait de formidables intérêts pour la mise en jeu des barorécepteurs du pied, la stimulation des fléchisseurs, ça avait de l'intérêt. Ce sont ce qu'on appelle des exercices de rééducation ludique avec des physio-gaming au départ. Hein. Et on s'est rendu compte que cette rétroaction visuelle, quand la personne voyait ensuite son pied, arrivait aussi à présenter de l'intérêt pour créer de la rééducation visio-motrice. Enfin, est venu ce qu'on appelle le visual gait retraining, c'est-à-dire le réentraînement du pied en voyant ses pieds à l'écran. Voilà l'origine du feedback visuel temps réel. L'historique, je ne vais pas vous le faire, on perdrait trop de temps, mais grosso modo, en 2004, le premier article qui parle du real-time plantar pressure feedback, où un patient face à un écran corrige son attitude du pied, était en 2004. Il y a eu beaucoup ensuite d'apparitions progressives et de l'évolution de la méthode, où aujourd'hui, on a en 2017, regardez, Richards et ses collaborateurs, real-time biofeedback retraining, donc avec des plateformes, avec du biofeedback. Dans l'intervalle, bien sûr, MacLéon a parlé beaucoup du foot core, donc c'est sur ce principe-là aussi le feedback visuel temps réel. Le concept aussi, bien sûr, de Frédéric Brigaud, qui cherche à aligner les segments de quelqu'un qui présente des troubles posturaux et du pied et du genou et de la hanche, sont des éléments importants de cette méthode, où on cherche à réaligner de manière volontaire les alignements de la cuisse, du tronc, du tibia et du pied. Voilà des exemples du feedback visuel temps réel, donc de la méthode sur plateforme de baropodométrie de rééducation, où la personne, face à un écran, a un visuel de l'attitude de son pied. On va lui donner, bien sûr, les clés pour aller chercher une correction qui va stimuler les barorécepteurs de l'avant-pied en particulier, qui va l'encourager à porter son poids du corps sur les têtes du 5e méta pour ascensionner, si l'arche est plutôt basse, son arche médiale, de recruter par un engagement des fléchisseurs des orteils, de recruter un appui sur la pulpe de ses orteils pour engager la corde courte et la corde longue dont je parlais tout à l'heure. Alors, regardez, deux exercices fondamentaux que l'on utilise face à l'écran. Je vous les montre ici, ils peuvent se faire bien sûr sans l'écran, mais ils peuvent se faire aussi avec le feedback. Je vous montre. Donc, ici, regardez, ici vous avez ce qu'on appelle un foot doming, un dôme du pied. Le dôme du pied,
il se fait avec une ascension de la tête du premier métal. Là, vous avez quelqu'un qui recrute, ça c'est assez bien fait, bien entendu. Beaucoup de patients ont la capacité de le faire aussi bien, vous le remarquerez. Donc là, c'est ce qu'on appelle le foot doming, c'est un recrutement de la corde longue, la corde donc des muscles extrinsèques. Quand on fait du short foot, qui est à la fois un test, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi un exercice, on lui demande, regardez, de raccourcir la partie médiane du pied sans ascension, et ça c'est fondamental, de la tête du premier métal. Il faut entraîner nos patients, bien sûr, à faire ceci. Ça va prendre un peu de temps, hein, ils seront en difficulté, pour qu'après on puisse les mettre en même temps sur la plateforme, mais aussi un petit peu avant, pour travailler en feedback visuel temps réel. Regardez, les principes maintenant du feedback visuel temps réel, c'est tout d'abord, le réalignement, bien sûr, du tibia avec la lamina pedis. Regardez comme la lame du pied est tout à fait dépendante et interdépendante de la rotation tibiale. Lorsque le pied s'affaisse, vous avez une rotation tibiale médiale qui se produit. Et quand vous corrigez, regardez ce pied ici, quand vous avez une attitude qui n'est pas juste, avec un poids trop postérieur, avec un poids pas suffisamment, une charge pas suffisamment sur l'arche externe et surtout un recrutement insuffisant des orteils, regardez l'attitude. Vous avez cette attitude dont on vient de voir la modélisation en 3D, de la rotation tibiale médiale et de cet affaissement de l'arche. Regardez ici, c'est le même individu qui est en train de corriger. Ses orteils sont blancs parce qu'il recrute ses fléchisseurs des orteils. La charge est plus latéralisée sur la tête du premier méta. Et là, l'attitude est bien meilleure et vous avez un meilleur alignement. Bien sûr, regardez comme le tibial antérieur, et ce n'est pas un hasard, est mis en jeu parce qu'il ascensionne dans cette attitude davantage l'arche médiane. Donc, l'objet de cette rééducation, c'est de revenir vers les normes de pression. Regardez comme la pression normale d'un individu se situe au niveau de la tête des métas plutôt à l'extérieur. Quelqu'un qui a un pied plat, malheureusement, l'aura plutôt sur la tête du premier méta. Il faudra l'inciter à porter le poids du corps vers l'extérieur. Ici, je vais passer, bien sûr, ce sont les paramètres que l'on suit, les paramètres notamment du statokinésiogramme que nous donne la plateforme, pour évaluer aussi la qualité de stabilisation de l'individu. On pourra en discuter après la présentation s'il y a des questions. Qu'est-ce qu'on leur demande? Alors, il y a sur le feedback visuel temps réel la notion de demi-assiette renversée. Alors ça a été évoqué par Dufour. Le pied doit ressembler à la forme d'une demi-assiette renversée. On se donne cette image au patient et il doit faire l'effort aussi d'avoir l'isthme ici, la partie la plus fine de l'empreinte plantaire qu'il voit à l'écran, qui représente un tiers de la valeur, donc B étant un tiers de la valeur de A au niveau de la tête des métas. On leur montre ces intentions et après on les met face à l'écran. Regardez, quelqu'un qui n'a pas cette correction juste, donc dans sa position spontanée, il a un indice de Chipo, ça s'appelle l'indice de Chipo, cette bande fine à l'extérieur. Indice de Chipo nul, puisque normalement, je vous l'ai dit, c'est un tiers de la valeur de la largeur des têtes des métas. Ici, vous avez quelqu'un qui corrige, donc c'est le même individu, bien sûr, il corrige et regardez, là il fait l'effort de porter son poids à l'extérieur, de porter le poids sur les têtes des pulpes des orteils et en particulier du gros orteil et d'augmenter, de porter le poids à l'extérieur bien sûr pour augmenter la largeur de son isthme, donc de sa bande externe. Là vous avez quelqu'un qui est en train de recruter bien sûr ses muscles fléchisseurs. Donc, on les incite à avoir face à l'écran ce qu'on appelle la méthode des 3 points rouges. S'il vous plaît, placez les 3 points rouges, pulpe du gros orteil, tête du 5e méta, talon, et portez votre poids du corps un petit peu en avant. D'ailleurs, même si vous ne le faites pas, quand vous leur demandez de faire cette attitude, ils le font naturellement. Ils sont obligés de charger davantage en avant. Ensuite, il y a des petites méthodes. Regardez, avec l'élastique, là, on peut, notamment sur les enfants, quand ils ne comprennent pas bien l'exercice, on place un élastique au niveau des chevilles et on leur dit, s'il vous plaît, écartez un petit peu, faites comme si vous vouliez tendre l'élastique, et bien naturellement, ils font cette attitude corrigée. Ça marche bien avec les enfants. Et ils voient à l'écran ce qui se produit quand ils font ceci. Ensuite, on travaille à un pied. Pareil, les 3 points rouges, ça se travaille à un pied, les 3 points rouges également. Ça travaille davantage. Les gens vont vous dire, j'ai l'impression que mon pied travaille beaucoup, bien sûr, parce que c'est un effort important des muscles intrinsèques et extrinsèques du pied. On apprend aussi à répartir, parce que normalement, on est plutôt, quand on est en monopodal sur l'avant-pied, les gens qui ont peu de force dans leurs orteils et leurs pieds sont très volontiers, très installés sur leurs talons. Donc, on leur demande de placer le poids du corps et de contrôler à l'écran qu'ils ont toujours au moins 60% du poids du corps en avant lorsqu'ils sont en monopodal. Ensuite, on peut s'amuser à avoir une autre. Il y a d'autres exercices, bien sûr, en feedback réel, il y en a de nombreux, mais je ne vais pas pouvoir tout vous dire. Mais on place le pied au centre de la plateforme pour apprendre à ce patient à porter le poids du corps à l'extérieur. Et on regarde ici, regardez la valeur
entre la partie gauche de la plateforme et la partie droite qui nous renseigne sur la charge du patient. Est-ce qu'il arrive à bien charger sur l'extérieur? C'est un autre mode d'apprentissage du patient, à charger sur son arche externe. Ici, regardez, vous avez quelqu'un qui travaille en monopodal, ce qu'on appelle le squat bulgare. Il est en train de corriger son avant-pied. Il est, vous voyez, sur l'avant-pied. Et en fait, vous allez voir sur le zoom, en fait, je lui demande de porter le poids du corps sur la tête du 5e méta en même temps que sur la pulpe du gros orteil. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il sollicite beaucoup l'arche antérieure. Il apprend à avoir de la puissance dans son pied lors de la phase notamment de propulsion. Enfin, on peut rajouter des phénomènes, regardez, de stimulation. Alors là, vous avez quelqu'un qui est pied à plat, on peut mettre des plateformes à oscillation verticale qui entraînent le rebond. C'est-à-dire, on lui demande de corriger sur une plateforme à rebond l'attitude de son pied pour apprendre à créer de l'amorti, à gérer l'amorti dans leur pied. Ces plateformes sont assez fantastiques pour justement travailler ce pied avant la reprise de course. Concernant la reprise de course, là, il existe beaucoup de systèmes. Vous pouvez regarder bien sûr les publications que je vous mets en référence. Ce sont aujourd'hui des évolutions intéressantes chez quelqu'un qui doit apprendre à amortir davantage. On le met face à un écran où il voit l'intensité de son impact au sol sur une plateforme qui nous donne cette intensité et on lui apprend à être à 80%, à réduire l'impact au sol. En fait, il ne se rend pas compte, mais quand il fait ça, il recrute ses fléchisseurs d'orteils, il cherche à faire moins de bruit lorsqu'il heurte le sol, et en fait, ça lui fait travailler pareil, l'amorti et les muscles intrinsèques et extrinsèques du pied. Pour finir, la correction en feedback, bien sûr, elle nous est importante. Je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui, mais il y a des paramètres importants à connaître, des valeurs de référence. Et aujourd'hui, on a des tapis roulants assez sophistiqués nous permettant d'avoir le temps de contact au sol qui est un reflet de cette qualité de rebond et d'amorti de nos patients. En fonction de la vitesse, on va rechercher et en fonction de la qualité d'entraînement de la personne, on va chercher à réduire ce temps de contact au sol pour faciliter l'amorti. Et ça, bien sûr, ça devra être fait après tout le travail fait sur feedback visuel temps réel. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. Je peux répondre volontiers à vos questions si nous en avons. Merci beaucoup. Alors, a priori, pas de questions pour l'instant. Oui. Je ne sais pas si certains en ont. Je vais vous laisser une minute. N'hésitez pas. C'est vrai que le sujet est très, très vaste. J'ai essayé de vous apporter un maximum d'informations. Concernant l'interdépendance avec les podologues, souvent la question qui m'est posée, c'est bon, alors tout compte fait, puisqu'on peut rééduquer un pied et améliorer des attitudes posturales par la rééducation, est-ce que pour le coup, il faut continuer à porter des semelles? Alors, il n'est pas question de s'en priver, bien entendu. Et là se pose la question de qu'est-ce qu'on choisit pour ce patient. Et c'est pour ça que la concertation entre les professionnels, podologues et kinésithérapeutes est fondamentale. Il y a des patients qu'il faudra équiper tout de suite de la semelle parce que l'attitude posturale est importante et elle nécessite de l'aide et il ne faut pas tarder à soulager ce patient s'il a des douleurs associées à ce trouble postural par une semelle. Il y a des patients pour qui vous allez faire uniquement de la rééducation. Typiquement, c'est un pied qui a une assez bonne réductibilité, qui est plutôt un peu faible, voire très rigide, sur qui nos travaux manuels sur la table vont assouplir ces arches qui peuvent être un peu rigides avant de peut-être passer à l'usage d'une semelle. De la même manière, si on a un pied qui est un petit peu faible, pour lequel on a un bon espoir de rééducation et de correction par le travail musculaire du pied, il faudra là aussi peut-être différer la semelle, non pas se l'interdire, mais le différer. Pourquoi? Parce que déjà, le potentiel correcteur du pied par les muscles, on l'aura utilisé et a posteriori, 2 à 3 mois après cette intention rééducative, il sera encore temps de mettre une semelle, de placer une semelle sur ce patient si cette correction est insuffisante. Vous allez avoir des patients pour qui le travail musculaire est suffisant à lui seul. Voilà. Donc, en fait, vous aurez une interaction et un travail en fonction du profil du patient et des résultats de ce travail commun avec le podologue.
Y a-t-il… Eh bien, pas de questions, hein. Peut-être que tout était très clair. C'est que ça a été clair, donc Voilà. je suis plutôt content. N'hésitez pas sinon à nous les envoyer par mail hein, si vous avez des questions qui vous reviennent. Et puis, en tout cas, merci beaucoup Jean-Michel hein, pour votre intervention. Avec plaisir, c'était un plaisir. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, du coup, bon après-midi à tous. Et puis, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Voilà, par mail. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.